La parole est maintenant à notre collègue Madame Dominique Estrosi Sassone pour les Républicains. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord vous demander de bien vouloir excuser notre président du groupe, le président Bruno Retailleau, qui malheureusement ne peut être parmi nous ce matin. Il est retenu dans son département aux Sables-d'Olonne pour l'hommage national aux sauveteurs de la SNSM qui ont péri en mer vendredi dernier. Nous sortons d'une séquence électorale intense. Les uns en sortent satisfaits, d'autres un peu moins, beaucoup encore moins. Pour autant, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, nous comptons bien continuer à défendre nos convictions sereinement mais fermement. Sereinement, car la politique, ce n'est pas la guerre. Nous ne voyons sur les bancs du gouvernement aucun ennemi. Nous nous désolons même d'y voir siéger certains de nos amis. Que vous tendiez la main aux maires, c'est votre droit. Que quelques-uns la saisissent, c'est leur choix. Mais que certains tapent sur les doigts de ceux qui auraient l'impudence de ne pas faire de même, cela est inacceptable. Les élus locaux ne sont les obligés de personne. Les seuls devant lesquels ils doivent répondre, ce n'est ni vous, ni nous, ce sont leurs administrés. Et puisque la Constitution nous a donné pour mission de les représenter, de défendre leurs libertés, nous vous disons, Monsieur le Premier ministre, ne cédez pas de nouveau à la tentation de la toute-puissance qui a tant abîmé le lien de confiance avec les élus locaux. Du reste, et je le dis là encore avec beaucoup de sérénité, nous n'acceptons pas cette affirmation selon laquelle l'intérêt du pays nous serait étranger. Depuis 2 ans, le groupe auquel nous appartenons a toujours refusé l'obstruction intransigeante au profit de l'opposition intelligente. Nous sommes-nous opposés aux ordonnances du travail? Non. Nous les avons votées parce que nous estimons que même si elles étaient insuffisantes, elles allaient dans le bon sens. Avons-nous tenté de faire échouer la réforme de la SNCF? Non. Nous vous avons appuyé parce que nous considérions que, compte tenu des carences de notre système ferroviaire, des corporatismes que depuis trop longtemps le fragilisent, l'exigence de réforme devait primer. De même, avons-nous repoussé la loi Elan ou celle sur les mobilités? Ces textes, loin de les rejeter, nous les avons améliorés parce que notre mission de législateur prime sur toute autre considération, parce que nous sommes au Sénat bien moins perméables aux passions et aux agitations qui parfois dominent à l'Assemblée nationale. Et je pourrais également évoquer les mesures d'urgence décidées par le Président de la République au pic de la crise de l'hiver dernier. Des mesures que nous avons votées parce que nous considérions que, compte tenu de l'état de tension dans le pays, il fallait collectivement répondre à l'urgence et mettre tout en œuvre pour que l'ordre et la sérénité reviennent. Nous n'avons jamais été dans une opposition pavlovienne. Notre position est claire et je crois qu'elle est saine sur le plan démocratique. Quand nous estimons qu'un texte est bon pour le pays, nous le votons. Quand il nous paraît qu'il ne l'est pas, nous ne le votons pas. Car s'il peut y avoir avec vous des convergences, et nous en avons trouvé, Monsieur le Premier ministre, dans votre discours, la fin des régimes spéciaux de retraite, la réforme de l'assurance chômage, ou le débat annuel au Parlement sur l'immigration. Mais il y a aussi de vraies différences. Non pas des différences de forme, mais des différences de fond. Lorsque vous annoncez des milliards d'euros de dépenses supplémentaires, sans indiquer comment vous les financerez, sinon en rabotant ici ou là quelques niches fiscales, au lieu de présenter aux Français un véritable plan d'économie, au risque de faire porter sur les générations futures la charge financière de vos décisions, c'est une différence de fond. Lorsque vous refusez d'indexer les aides accordées aux familles et que vous poursuivez l'entreprise de fragilisation de la politique familiale engagée par François Hollande, c'est une différence de fond.
lorsque vous engagez notre protection sociale vers un système de moins en moins universel, c'est une différence de fond. Lorsque la protection de l'environnement se traduit par une fiscalité punitive, c'est une différence de fond. Ces différences, nous ne les revendiquons pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour défendre ce qui nous engage tous. La crédibilité de la parole publique, tout d'abord, car l'honneur de la politique, c'est de défendre des convictions sans céder à l'esprit du temps ou à l'opportunité du moment. L'efficacité dans la conduite des affaires du pays, car aucun gouvernement, aucune majorité, aucun pouvoir ne dispose de la vérité absolue. J'en veux pour preuve la loi anti-casseurs. C'était, comme vous le savez, une proposition de notre groupe portée par Bruno Retailleau. Vous l'avez initialement écartée, pour ensuite la reprendre à votre compte face aux violences urbaines auxquelles vous avez été confrontés. Et nous nous en félicitons. Aussi, nous sommes en droit d'attendre que le gouvernement ait la même attitude constructive dont a fait preuve le Sénat. Et vous avez, monsieur le Premier ministre, une nouvelle occasion de bénéficier de la sagesse des sénateurs avec le projet de réforme institutionnelle. Oui, une réforme est nécessaire pour revitaliser la démocratie française, tant au plan national que local, pour réarticuler la démocratie représentative avec la démocratie directe et participative. Oui, une révision constitutionnelle est possible. Elle est possible si le gouvernement fait preuve de cette ouverture que vous mettez pourtant en avant. Autant nous saluons votre décision d'avoir renoncé à certaines atteintes au Parlement, autant nous déplorons que sur la question de la représentation des territoires et dans celle du nombre de parlementaires, vous sembliez privilégier le rapport de force, voire la pression. Pour nous, qui portons la voix des territoires, ce point n'est pas secondaire, il est majeur, car il touche à la justice territoriale. Il est juste que tous les territoires soient représentés. Il est juste qu'il n'y ait pas plus de 20 départements ne disposant que d'un sénateur et que cette garantie fasse l'objet d'une disposition constitutionnelle. Autrement dit, c'est en partant de l'exigence d'équité et de représentativité territoriale que le nombre de sénateurs doit être fixé, et non pas à partir d'une logique arithmétique, sinon technocratique. N'ajoutons pas aux fractures géographiques une déchirure démocratique en éloignant encore un peu plus la République des territoires. Dans bien des communes rurales ou des villes moyennes, le sentiment d'abandon domine. La conviction qu'on ne compte pour rien est largement partagée. Elle fut d'ailleurs au cœur de cette crise des Gilets jaunes que vous avez dû affronter. Alors, tirez tous les enseignements de cette crise. N'accentuez pas cette désespérance en supprimant, après les services publics, le service démocratique qu'assurent les parlementaires. Du reste, cela fait 1 an que nous avons exprimé nos exigences préalables à toute révision constitutionnelle. Qu'attendez-vous pour nous dire oui ou non ? Au-delà de cette question majeure, nous souhaitons, vous le savez, renouer avec l'esprit initial de la Ve République. Je pense évidemment au respect du bicamérisme, au renouvellement par moitié du Sénat, notamment pour assurer le principe de la continuité des pouvoirs publics. Enfin, ces différences que nous assumons sont aussi, nous le croyons, un gage de concorde et d'unité. Certains, dans votre majorité, ont exprimé leur satisfaction au lendemain des élections européennes. Pourtant, la réalité géographique et civique que dessinent ces chiffres n'a rien de satisfaisante, mais exprime au contraire une situation dont nul ne peut se féliciter, celle d'un pays fracturé, de 2 Frances profondément opposées. Vous vouliez dépasser les vieux clivages, mais vous n'êtes parvenus qu'à leur substituer des clivages autrement plus dangereux. Des clivages territoriaux, des clivages sociaux, des clivages culturels et générationnels même. Des clivages qui, en réalité, épousent les lignes de cette recomposition que vous poursuivez. La poutre travaille encore, disiez-vous, monsieur le Premier ministre. Prenez garde qu'à force de travailler, elle ne fracture les murs porteurs de l'édifice français. Prenez garde que dans ce « nous » et « eux » que vous avez installé face au Rassemblement national, la perspective d'une réconciliation de tous les Français ne s'effondre, prise entre des forces irréconciliables. Bien sûr,
Les fossés qui se creusent entre nos concitoyens ne datent pas d'aujourd'hui. Mais c'est à vous qu'il revient de les combler plutôt que de les creuser. Car le grand défi que nous allons devoir relever dans les années qui viennent, celui qu'il vous incombe aujourd'hui d'affronter, c'est celui de l'unité, cette grande œuvre française toujours à recommencer. Cette unité ne pourra se faire que dans la vérité, parce que toujours le mensonge divise, les illusions séparent. Regardons les choses en face. Les demi-vérités et les vrais mensonges n'ont fait qu'accentuer la méfiance des Français. Ils ont conduit les uns à rechercher des boucs émissaires, poussé les autres à s'enfermer dans leur vérité, à abandonner la raison critique pour les raisonnements irrationnels. Pour recréer les conditions de l'amitié civique, il faut avoir le courage de dire la vérité sur l'état de nos finances publiques, sur la situation de nos comptes sociaux qui de nouveau plongent dans le rouge, sur l'impossibilité de soutenir artificiellement la croissance et le pouvoir d'achat en creusant indéfiniment les déficits. Dire la vérité sur le chômage. Les paramètres actuels, qu'il s'agisse de dépenses publiques et des déficits, ne permettront pas d'atteindre l'objectif de 7% de chômage d'ici la fin du quinquennat. La conjoncture ne suffit plus à créer l'embellie. Dire la vérité sur l'état de notre institution scolaire, sur la nécessité d'étoffer la diversité des parcours, de donner plus de liberté pour recruter, pour innover, mais de renouer aussi avec la transmission, celle qui permet d'échapper à la reproduction sociale, et surtout de réaffirmer la valeur du mérite et du travail en vous éloignant de la tentation de la discrimination positive. Dire la vérité sur l'immigration également, qui aujourd'hui n'est pas régulée, sur le communautarisme ou les atteintes à la laïcité qui trop souvent ne sont pas encore sanctionnées. Dire la vérité, en somme, sur tous ces non-dits, sur ces dénis qui ont frayé la voie aux extrêmes. Partout dans les démocraties occidentales, le sentiment d'insécurité culturelle progresse. Des questionnements fondamentaux se font entendre sur la nation, sur les frontières, sur le rapport à la mondialisation. Ne pas offrir des réponses démocratiques à ces interrogations légitimes, rester insensible aux angoisses et aux sentiments de dépossession qu'expriment bon nombre de nos compatriotes, c'est exposer la République à des insurrections électorales. C'est nous exposer collectivement aux aventures sans lendemain dans lesquelles nous entraîneraient les extrêmes si par malheur elles parvenaient aux responsabilités. Cette unité, nous ne la ferons que dans le cadre d'un débat apaisé, respectueux de chacun. Cessons les caricatures, les anathèmes manichéens. Monsieur le Premier ministre, vous avez indiqué ne pas vous résigner au rétrécissement du débat public. Mais enfin, qui, depuis 2 ans, rétrécit le débat à des oppositions binaires, sans nuance? Qui n'a cessé de dire qu'il y avait désormais les progressistes d'un côté et les conservateurs de l'autre, les représentants du monde d'avant et les héros du monde nouveau? Ce n'est pas le Sénat, c'est le Président de la République, c'est votre gouvernement. Nous vous le disons calmement, mais franchement. Le progrès n'est pas une marque déposée par la majorité. Nous voulons tous le progrès. Acceptez seulement que nous puissions en avoir une vision parfois différente de celle que vous nourrissez. Ayez l'humilité de reconnaître que la modernité n'est pas univoque, que ce qui est ancien n'est pas forcément daté et dépassé. C'est l'exemple d'ailleurs de l'institution communale. Elle est sans nul doute l'une des plus anciennes. Et c'est d'abord à elle que nos compatriotes accordent leur confiance. C'est d'ailleurs vers elle, vers les maires, que vous vous êtes immédiatement tournés l'hiver dernier lorsque la situation s'est enflammée, après les avoir pourtant tant méprisés. Les maires n'ont jamais été autant découragés et vous devez tenir compte de leur découragement. Du reste, nous pensons qu'à l'heure des grandes ruptures et des changements permanents, la politique doit être aussi un facteur de stabilité. S'il est essentiel de changer ce qu'il faut, il est tout autant de préserver ce qui vaut, de protéger ces attachements vitaux qui nous tiennent comme un seul peuple, une seule nation. C'est aussi le message qu'ont envoyé beaucoup d'électeurs lors de ce scrutin européen. Non, les Français ne sont pas des Gaulois réfractaires au changement, mais ils tiennent à leur souveraineté.
Ils tiennent à leur laïcité, ils tiennent à leur solidarité nationale, car ces attachements sont autant d'appuis nécessaires pour que nous puissions prendre collectivement notre élan, nous projeter et nous imposer dans un monde nouveau qui a besoin de la France. Prenons le meilleur de la modernité et donnons le meilleur de notre identité. Voilà un « en même temps » qui, pour le coup, pourrait rassembler une majorité de Français. Monsieur le Premier ministre, c'est dans cet esprit d'unité que nous voulons continuer d'œuvrer. L'unité n'est pas pour nous synonyme d'uniformité. Dans une démocratie adulte, la pluralité doit être vécue comme une richesse et non comme un obstacle. Nous avons des différences et nous aurons encore peut-être des convergences. Et c'est au nom de ces différences que nous assumons et de ces convergences que nous espérons que dans le cadre du vote que vous nous demandez, le groupe Les Républicains s'abstiendra majoritairement, et cela pour 2 raisons essentielles. D'abord, parce que le Sénat n'est pas l'Assemblée nationale. Il n'est ni dans ses attributions, ni dans ses missions de renverser ou non tel ou tel gouvernement. Ensuite, parce que depuis 2 ans, nous avons été trop habitués à ce décalage entre, d'un côté, des mots forts et de l'autre, des actes faibles. Autrement dit, cette abstention, c'est tout sauf un chèque en blanc. Nous jugerons sur pièce, au cas par cas, texte par texte. Ni opposition systématique, ni adhésion automatique. Telle est notre ligne de conduite. Cette ligne, nous la tiendrons, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres. Nous la tiendrons parce qu'au-delà de nos appartenances, il y a la France. Nous la tiendrons parce que nous tenons à nos convictions, parce que nous croyons à ce que nous défendons. Merci.